Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est devenue un peu un rendez-vous mensuel sur la chaîne puisque c'est les sorties les basques du mois prochain que je vais vous présenter. Et contrairement au mois d'avant, j'en ai pas mal, donc on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, je vais commencer par les suites des sagas qui vont sortir ce mois d'avril. On va commencer avec l'Empire des femmes, la suite, donc le tome 2 de Cassandra Lambert aux éditions Didier Jeunesse. Pour rappel, dans cette saga, en fait, le postulat de base de notre monde est inversé, c'est les femmes qui ont le pouvoir et pas les hommes. Et il y a une histoire de tournoi, de gladiateurs, je crois. Enfin, voilà, c'est tout l'univers de cette série. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas lu le tome 1 pour l'instant. Ensuite, le tome 3 de la saga de sang, d'écume et de glace de Alexandre Delis sortira aux éditions Michel Lafon le 6 avril, si je ne me trompe pas. Pour rappel, encore une fois, dans cette saga, on suit une jeune fille qui, du moins dans le tome 1, devait aller vivre chez sa tante au fin fond du Finistère. Cette jeune fille étant malade, elle n'a pas du tout envie d'y aller parce qu'en plus elle s'affaiblit de jour en jour, donc vraiment aucune motivation d'y aller. Et une fois là-bas, elle va se rendre compte qu'elle est fascinée par l'océan et que les créatures mystiques qui livrent regorgent de secrets. Voilà. Encore une fois, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas lu non plus ce roman. Dernière suite dont je vais vous parler, c'est donc le tome 2 de la saga d'Oren de Raven Kennedy qui sortira le 12 avril donc aux éditions Hugo Roman. J'ai l'impression que le tome 1 est sorti il y a seulement 2 mois, donc je comprends pas tellement comment ils peuvent le sortir aussi vite. Mais ma foi, c'est qu'ils arrivent puisque c'est le cas. Si je devais vous résumer le tome 1, il me semble c'est une revisite du conte du roi Midas, dans lequel le roi Midas a enlevé une jeune fille qui vraiment fascinée par lui, qui ne voit pas sa vie autrement qu'avec lui, elle l'adule, voilà. Seulement le roi Midas va un jour devoir faire un choix, c'est qu'il va énormément décevoir cette jeune fille, qui est Oren d'ailleurs. Voilà. C'est tout pour les suites, maintenant on va passer aux nouveautés. Je vais commencer cette sélection avec un livre qui m'a intriguée, qui promet d'être bouleversant. C'est Le voyage à l'envers de Linda Amiot aux éditions Télémaque Jeunesse. Je crois que c'est ça. De toute façon, ce sera marqué en bas. Ou Léméac, peut-être. Bref. C'est un roman dans lequel on suit une jeune fille qui a 16 ans, qui sait depuis toujours qu'elle est adoptée, oui. Sa mère va lui proposer de faire le voyage qu'elle n'a pas pu faire avec son père, puisque celui-ci est décédé il y a 5 ans. Ce qui n'est absolument pas clair dans le résumé, c'est est-ce que c'est sa mère adoptive ou pas. Ça, je n'ai pas réussi à le comprendre, je pense que c'est sa mère adoptive. Seulement, ce voyage, ce serait pour aller au Vietnam. Or, la jeune fille en est originaire, en fait. Et sur le coup, ça la rebute d'y retourner parce que chez elle, c'est la France et pas le Vietnam. Et du coup, elle n'a pas du tout envie d'y retourner. Mais elle va quand même le faire pour accompagner sa mère. Et donc, on va suivre ce voyage, ce témoignage au creux des souvenirs de sa mère et de la différence culturelle entre le Vietnam et la France qui vont peu à peu perdre cette jeune fille. Ensuite, un roman dystopique qui colle bien à l'actualité, je pense, c'est Camp Zero de Michel, alors attendez parce que Min Sterling, qui sortira le 5 avril. C'est un roman d'anticipation de catastrophe écologique puisque les températures ont tellement augmenté dans ce roman qui se passe en 2049 que en fait, la population n'a quasiment pas survécu. L'industrie pétrolière s'est aussi effondrée, ce qui a conduit à avoir une population de plus en plus pauvre. Donc en gros, les élites vivent au centre d'une île flottante qui s'appelle la Cité
et vivent très bien pendant que tout autour d'eux, donc sur le reste du continent, il y a les pauvres qui peinent à survivre. On va suivre une jeune fille, Rose, qui va se faire embaucher dans un club très privé de la cité, pensant du coup avoir un avenir. En parallèle de ça, on va suivre au sein d'une station de recherche qui date de la guerre froide, un poste d'observatoire sur le réchauffement climatique. Sauf qu'au fur et à mesure de cette mission, les termes deviennent de plus en plus flous et de plus en plus étranges. Et enfin, dans le Grand Nord canadien, il y a un projet qui se nomme Ground Zero, qui se construit petit à petit. En effet, c'est un endroit où le climat est encore vivable, donc le but est de fonder une nouvelle communauté là-bas. Et donc là, le personnage que l'on va suivre, c'est Grunt, qui voit là une occasion d'expier l'héritage de sa famille. Et donc la phrase d'accroche du résumé, c'est « Chacun suivant ses propres objectifs, à qui faire confiance, accepter l'amour pourrait-il s'avérer le choix le plus radical ?» J'avoue que j'ai vu Dystopie, j'ai eu tout de suite envie d'y aller, et puis en plus, il est question de réchauffement climatique, des thèmes très actuels, donc je me demande comment ils vont être traités. Ensuite, un thriller, puisqu'il fallait bien que j'en mette dans ma sélection, c'est Il faut que tu saches de Nicolas Moriarty, qui sortira le 4 avril, il me semble, ou le 5. Dans ce thriller, en fait, on suit Jill et ses 3 fils, accompagnés de leurs épouses et de leurs enfants, qui se réunissent autour d'un dîner, comme le font beaucoup de familles. Cependant, tout le monde a l'air joyeux, tout le monde a l'air rire, mais tout le monde cache le secret, puisqu'il y en a une qui vit très mal la naissance de leurs jumelles, qui se sent complètement dépassée, qui va se noyer dans l'alcool. Une autre qui commence à remettre en question le mariage qu'elle a avec un des fils, qu'elle trouve de plus en plus étrange. Enfin, qui commence à lui faire de plus en plus peur, plutôt. Et on a un 3e fils qui vient de se séparer et qui, voilà, tout n'est pas rose pour lui forcément. Et on nous dit que tout va être précipité, tout le monde va devoir dévoiler ce secret quand il va y avoir un accident. Voilà, j'ai encore du mal à voir le lien entre l'accident et les secrets de tout le monde, mais je suppose qu'il y en a un. Ensuite, j'avoue que j'ai mis ce livre dans la sélection plus à cause de l'autrice que à cause de vraiment le livre, puisque le résumé se résume à 4 lignes qui nous dit juste que c'est une réinterprétation, on va dire, féministe de La Belle au bois dormant. Que apparemment c'est l'histoire de Zinnia, 21 ans, qui est mourante. C'est tout ce qu'on sait, donc on peut vous dire qu'on n'en sait pas beaucoup. C'est donc Alix et Haro qui avaient écrit, pardon. Moi j'avais lu donc Les 10 000 portes de January, que j'avais beaucoup aimé, donc ça m'intrigue, son nouveau roman, dont le titre est Éclat dormant. Ensuite on change encore de registre avec La vie ne se danse jamais seule de Marie Jodino. Un roman dans lequel il est question de 2 sœurs qui sont parties chacune vivre de leur côté. L'une est restée dans la demeure familiale pour s'occuper de sa famille en compagnie de sa fille. Et l'autre est devenue danseuse étoile à l'opéra, partie vivre sa passion, et donc les deux ont été séparés très longtemps. Seulement, lorsque la danseuse va devoir prendre des vacances, on va dire, elle va revenir dans le domaine familial et retrouver sa sœur. Et donc, il va y avoir échange entre les deux, révélation, mise au point. Ce sera l'occasion de lâcher tout ce qu'elles ont sur le cœur. Ensuite, retour au thriller avec un auteur que vous connaissez bien normalement si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne. C'est Un œil dans la nuit de Bernard Minet. On va retrouver notre fameux Martin Sevraz qui, encore une fois, va être confronté à une enquête très étrange avec une énigme, où il est question d'un réalisateur un peu fou, misanthrope, retiré dans les montagnes, mais qui reste une légende pour les élèves des écoles de cinéma, et d'un certain tueur en série qui pourrait s'inspirer d'un certain film. Ensuite, un livre que moi j'aurais classé dans Cozy Mystery, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, puisque c'est donc le club de lecture de transatlantique de Felicity Eyes McCoy. En fait, on est dans un roman où une jeune fille, pour réconforter sa grand-mère qui est veuve depuis pas très longtemps et qui vient du Canada, je me suis perdue. Cette jeune fille va
disons, persuader une libraire du coin de monter un groupe de discussion sur Skype entre les lecteurs de la ville de Resolve et de la ville de Fanfaran, ouais, la péninsule de Fanfaran en Irlande, puisque la ville de Resolve abrite beaucoup de descendants justement de cette péninsule, puisqu'ils ont quasiment émigré au fil des années. Seulement quand ce club va se mettre à lire un roman policier, disons qu'il y a des secrets qui vont refaire surface. L'histoire entre les descendants va refaire surface, beaucoup de tensions. Cette jeune fille va aussi apprendre des choses sur le mariage entre sa grand-mère et son grand-père, qui va peut-être la pousser à ne plus croire en l'amour. Enfin, vous voyez le genre de tension qui remet tout en question. Donc, est-ce que ce club va vraiment, en fait, n'apporter que des ennuis, ou alors est-ce que ça va être l'occasion pour tout le monde de faire la paix et de tout mettre au clair? Voilà. En fait, en vous expliquant, je me dis que c'est pas du tout un Cozy Mystery, en fait. Mais ça reste quand même très intéressant. Ensuite, je vais vous parler des Couleurs oubliées de Cristina Caboni. Dans ce roman, on suit Stella, qui est douce, rêveuse, mais qui est surtout très passionnée de peinture, qui va devoir se réfugier chez sa grande-tante puisqu'elle a perdu son emploi, il me semble. Elle va découvrir que son grand-oncle, qui est décédé depuis peu, va lui laisser une sorte de jeu de piste. Et après avoir résolu ce jeu de piste, en fait, elle va découvrir dans une malle des dessins. Donc évidemment, elle va demander à sa grand-tante qu'est-ce que sont ces dessins, qu'est-ce que ça veut dire. Celle-ci va juste l'ignorer en bloc et ne rien vouloir dire. Donc Stella va se mettre en quête pour savoir à quoi correspondent ces dessins, qu'est-ce qu'ils veulent dire, et elle va lever des secrets, notamment sur une période de l'histoire assez sombre où on nous dit que la solidarité l'a emporté sur les horreurs. Ensuite, je vais vous parler d'un roman qui va être, je pense, assez poignant, qui n'est peut-être pas à mettre entre les mains de tout le monde. C'est Reste de Amélie Dieudonné. Le résumé nous indique que c'est une sorte de biographie d'une personne qui ne sait pas trop ce qui lui arrive, en fait, de ce que j'ai lu en fait dans le résumé, j'ai l'impression que c'est une personne qui bascule peu à peu dans une maladie, je ne sais pas encore laquelle, et qui n'a plus conscience vraiment de ses actes, de qui elle est, et donc c'est son récit, sa descente aux enfers. Je ne sais pas par contre si c'est juste le récit de sa maladie ou alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose et que c'est juste le journal de ce qui s'est passé de son point de vue à elle. Je ne sais pas. Ensuite, vraiment rien à voir puisqu'on passe dans de la mythologie, enfin de la revisite de mythologie, puisque c'est Pénélope, reine d'Ithaque de Claire North, dans lequel, le titre le dit, c'est l'histoire de Pénélope qui est restée à Ithaque pendant que Ulysse va se battre pendant la guerre de Troie. Et au fur et à mesure des années, elle ne voit pas son Ulysse rentrer et il commence à avoir des rumeurs sur le fait qu'il soit mort. Donc beaucoup de gens vont vouloir prendre la place d'Ulysse sur le trône d'Ithaque. Cependant, personne n'est assez fort pour Pénélope apparemment. Surtout que si elle accepte quelqu'un, ça va se transformer en guerre civile. Donc c'est comment Pénélope a réussi à sauver Ithaque et à rester maître de la situation. C'est un roman qui m'intrigue énormément puisque j'avais adoré dans le même genre les femmes, les exilés de Troie, c'est ça. Donc je pense que là, ce qui va m'intéresser, c'est la même chose, c'est d'avoir un point de vue différent des différents contes que l'on a, des différentes mythologies plutôt, que l'on a, puisque d'habitude on nous parle d'Ulysse, pas d'Ithaque, d'Ulysse, de tous les héros en fait, mais pas forcément des femmes qu'il y a derrière et comment elles ont survécu. Ensuite, un roman qui a un très fort message, c'est donc Le Cercle de Abdi Nazemian, c'est ça, qui se passe en 1999 où 5 élèves qui ont tous entre 15 et 17 ans sont tous acceptés dans un club très privé de l'académie dans laquelle ils sont. Et ce club en fait est dédié à l'écriture. Et donc au sein de ce club, les 5 vont commencer à former une vraie famille et commencer à vraiment se rapprocher jusqu'à se confier sur les différents problèmes qu'il peut y avoir au sein de l'académie.
la réalité de l'époque. On nous dit que c'est une académie où règne la loi du luxe et du silence. On nous dit que c'est une académie où règne le luxe et la loi du silence. Je vais encore une fois vous lire la dernière phrase parce que je pense que je pourrais pas dire mieux que ça. Alors, malgré sa réputation prestigieuse, la Chandler Academy cache bien des scandales avec beaucoup de justesse. Abdi Nazemian livre ici un texte militant, invitant les victimes d'abus à s'exprimer par tous les moyens possibles, dont l'écriture. Donc le message est quand même assez fort et assez important. Par contre, comme d'habitude, n'y allez peut-être pas si c'est un sujet sensible pour vous. Ensuite, le roman, le résumé le plus what the fuck de la sélection, je trouve, mais que j'étais obligée de mettre dans la sélection puisque c'est le dernier Stephen King qui s'appelle Conte de fées en français. Dans lequel on suit un petit garçon, Charlie, un adolescent qui est typique en fait, qui est bon au baseball, qui vit avec sa famille. Sauf que sa mère a été tuée lors d'un accident de voiture qui a viré en délai de fuite. Donc il vit avec son père qui lui a sombré dans l'alcoolisme à la suite de cet accident. Donc il survit comme il peut et en fait il va faire la connaissance d'un homme qui vit, je crois, au sommet d'une colline tout seul, qui a un cabanon qui est fermé à clé dans lequel il ne rentre jamais. Et ce monsieur en fait il va tellement faire connaissance avec lui, se lier avec lui, que lorsque ce monsieur va décéder, il va lui léguer sa maison à Charlie, dont le cabanon. Et il va lui laisser notamment une cassette qui raconte une histoire invraisemblable qui dit qu'en fait, dans le cabanon, il y a un portail qui mène à un autre monde qui est menacé par ses dirigeants, mais ces dirigeants en question ne veulent pas notamment détruire que leur monde à eux, mais aussi celui de Charlie, donc le nôtre. Donc il y a un grand danger. On nous dit que dans ce monde il y a 2 lunes, qu'il y a des grandes tours de palais qui trouent le sol, dans lesquelles les princesses et princes exilés sont punis. Il y a des donjons, il y a des jeux dans lesquels les hommes et les femmes se battent à mort juste pour le plaisir des spectateurs. Voilà le monde que c'est, et il y a surtout un cadran solaire qui permet de revenir dans le temps. Voilà. Donc on suppose que la mission de Charlie, ça va être de sauver son monde et ce monde-là en même temps. Tout ça dans un univers totalement what the fuck, à la Stephen King, quoi. Et enfin, dernier livre de ma sélection, il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Gerber, donc il sortira aux éditions de Saxus, pardon. Donc en relié comme un broché, comme d'habitude, vous connaissez le topo avec les éditions de Saxus maintenant normalement. C'est une histoire d'amour plus ou moins, puisque Evangeline, notre héroïne, a toujours cru qu'elle vivrait heureuse avec son prince charmant en fait, et que tout irait bien pour elle jusqu'au jour où le prince en question va en épouser une autre. Donc désespérée, elle va chercher tous les moyens possibles pour arrêter ce mariage et l'empêcher d'épouser la mauvaise personne. Et donc elle va pactiser avec le prince de cœur, qui va accepter de l'aider en échange de 3 baisers. 3 baisers qu'il lui donnera au moment où lui le veut. Et où il le veut. Mais après le premier baiser, Evangeline va se rendre compte que le pacte n'était pas aussi innocent qu'il y paraît, parce que le prince de cœur a des projets pour elle. Soit cela va se terminer en grande histoire d'amour avec le prince de cœur, soit en tragédie. Voilà pour ma sélection des sorties du mois d'avril. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous aura été utile, vous aura servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le livre que vous attendez le plus le mois prochain. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et à la prochaine.